Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la quatrième étape du Tour de Lander, qui était une étape assez intéressante en termes de parcours. On pouvait avoir un sprint, mais on pouvait aussi avoir des attaques de leaders. On a eu un sprint, ça a plutôt bien réussi à un coureur français. On reviendra là-dessus. Et puis on parlera un petit peu de tout ce qui s'est passé encore du côté de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Il y aura une présentation. Il y a déjà une présentation normalement qui doit être en ligne de la pique-nique, notamment aujourd'hui. Et puis on parlera du Vendée Globe avec notamment l'arrivée de Jérémy Bayou également ce soir. Et puis le biathlon avec le sprint homme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent comment faire. Je vais essayer de me renseigner, parce que pour l'instant, personne n'a marqué dans les commentaires comment faire, mais voilà. Je vais regarder, mais pour le moment, comprenez bien qu'il y a quand même pas mal de vidéos, et j'ai pas trop le temps, en fait, de faire autre chose un petit peu en dehors des vidéos, donc c'est un petit peu blindasse au niveau du programme. Je vais essayer de trouver 5-10 minutes pour essayer de vous montrer comment faire un super thanks pour les gens qui me l'ont envoyé par email. Et on commence tout de suite avec cette vidéo, cette étape numéro 4, donc du côté du Tour de Lander. Journée qui était intéressante. Pourquoi? Parce que le final était assez difficile, assez technique, mais l'étape n'était pas forcément hyper dure, mais on avait voilà, des passages avec des pourcentages qui pouvaient permettre de faire la différence, et on pouvait donc avoir une bagarre entre sprint et leader du classement général, ce qu'on a et coureur puncher aussi, ce qu'on a un petit peu eu dans le final de cette étape. C'était très nerveux encore. De toute façon, c'est un peu le sentiment que j'ai depuis le début de ce Lander. C'est que tous les jours, c'est quand même assez nerveux. Là encore, du côté du sprint, il y a eu un coureur qui s'est fait déclasser. Donc on va revenir sur tout ça, et puis on va revenir sur cette belle journée de compétition qui a plutôt réussi aux Français. Voilà, aujourd'hui, notamment à un Français en particulier. Allez, on commence tout de suite avec le résumé de l'étape du jour. Et on commençait avec beaucoup de coureurs qui voulaient partir dans l'échappée. Encore une fois, Taco van der Horn. On avait également Ide Schelling, qui sont rejoints en tout début d'étape par Epis Gozue, mais cette échappée n'ira pas très loin. Parce que déjà, on a des tentatives de coups de bordure. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'attaques, encore une fois, et qu'il y avait un petit peu de vent favorable à ces coups de bordure, notamment des attaques de Juan Pedro Lopez, de Mauro Schmid également, le champion de Suisse. Après quelques kilomètres de course à 154 km de l'arrivée, un petit incident, une petite chute pour Jevine, la première de l'année, impliquée avec Alexis Renard et Donovan Grondin. Et à ce moment-là, donc on a Mauro Schmid en tête de course et quelques autres coureurs dans cette échappée qui ont seulement 33 secondes. Mauro Schmid qui va tenter de ressortir avec William Junior Le Cerf pour revenir en fait sur Van der Horn, Schelling et Gozue, qui étaient à ce moment-là en tête de l'étape, si je ne me suis pas trompé dans mes informations. Et ce petit groupe qui va rester ensemble voilà, pendant un petit moment en échappée. Qui va tenter voilà, de faire un petit bonhomme de chemin ensemble, avec des tentatives encore une fois de bordure, ce qui fait que l'écart aura quand même du mal à monter. On sera à 2 minutes max, on va dire, dans la première partie d'étape, à 107 km de l'arrivée. On a déjà plus qu'1 minute 15, on se dit à ce moment-là que l'échappée aura du mal à aller au bout, et que Mauro Schmid, cette tentative est peut-être un peu vaine. Au niveau des sprints intermédiaires, c'est Mauro Schmid qui passe en tête pour essayer de récupérer le maximum de secondes de bonification du côté du Suisse. Et puis à 78 km de l'arrivée, Le Cerf qui décide d'attendre le peloton et qui laisse ses compagnons sortir. Voilà, il considère que l'avance n'augmentera pas
et que ça ne sert à rien de continuer. Mauro Schmid gagne aussi les classements de la montagne, hein, il décide de tout rafler. Je ne suis pas sûr que les autres camarades de cette échappée étaient très contents de cette stratégie. Mais eh bien, ça roule quand même fort hein, dans cette échappée qui profite d'une accalmie dans le peloton pour reprendre de l'avance. Et ce qui fait qu'à 63 km de l'arrivée, 2 minutes 15 d'avance. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, Mauro Schmid est en tête du classement général virtuel. C'est pour ça que la Movistar roule derrière, notamment avec Diego Pescador, le jeune coureur colombien. À 50 km de l'arrivée, l'écart continue de monter à 2 minutes 30, sauf qu'à ce moment-là, eh bien, les équipes de leaders commencent à se mettre en route, voire même certaines équipes, on a du mal à comprendre pourquoi elles ont décidé de rouler. Je pense notamment à EF, qui roule depuis plusieurs jours en tête du peloton. On ne peut pas dire que pour le moment, la EF ait eu les résultats aussi importants que la dépense d'énergie qui a été mise pour rouler en tête de groupe. Israël est également là avec la Movistar. Les coureurs de l'échappée commencent à craquer, surtout qu'on arrive dans cette montée de Nettle Hill, qui sera la dernière montée de la journée, et ce qui fait que Mauro Schmid tente de partir tout seul, alors qu'à 22 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 46 secondes. Il va se faire reprendre quasiment au sommet des Nettle Hill. À ce moment-là, le peloton est composé de 40-50 coureurs au maximum, ce qui fait qu'on va avoir pas mal d'attaques après avoir, même avant avoir repris Schmid, mais même après l'avoir repris, notamment Chris Harper encore une fois, Pablo Torres également, Byström, Patrick Conrad, et je peux vous dire que tout de suite dans la roue il y avait Javier Romo. Et ensuite, eh bien, comme on est un peu encore sur du on-off, c'est-à-dire pas mal d'à-coups, ça n'arrive pas à accélérer, ça n'arrive pas à avoir un rythme constant, eh bien, le deuxième peloton arrive en rentrée avec pas mal de chasse, notamment avec des sprinters, ce qui fait que ça calme un petit peu les ardeurs des différentes attaques. Entre 7 et 6 km de l'arrivée, on va voir Israël et UAE qui vont énormément rouler, puis après ça va être un peu plus confus, hein, les différents trains essayent de se mettre en route. Et puis la Groupama, elle décide de mettre en route à 2 km. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un équipier, en fait, pour aider le coureur de la Groupama. Donc, c'est pas suffisant pour aider Lewis Aski, même s'il essaye de se débrouiller le mieux possible. Et à 1 km 300 de l'arrivée, c'est Ineos. Mais alors là, à l'inverse de la Groupama, là, il y avait un petit peu trop de monde. Ils étaient au moins 4 ou 5 devant Samuel Watson pour lancer le sprint de Samuel Watson. C'était peut-être un petit peu beaucoup et on voit que l'organisation n'est pas idéale du côté de la Ineos et puis c'est toujours la Ineos qui emmène, on va dire, ce sprint, mais qui va se faire remonter à la fois par Coquard, par Laurens Pitty notamment. Brian Coquard décide de lancer. Il va lancer vers le côté droite de la route et il va réussir à résister au retour de Phil Bao à Hauss, en sachant qu'encore un coureur de la Bora a fait n'importe quoi. C'est Laurens Pitty et avec un Narvaez énormément énervé à l'arrivée. J'ai eu du mal à comprendre s'il était énervé envers Coquard, parce que j'ai pas l'impression que Coquard l'ait tassé ou il fait une erreur. Sur les 500 derniers mètres, on a la caméra d'hélicoptère. Mais bon, Narvaez était assez énervé. Laurens Pitty, il a fait un petit peu du grand n'importe quoi aujourd'hui. Il a pourri encore le sprint de certains coureurs. Donc ça a forcément modifié le déroulement de la course. Encore un Bora, un Red Bull Bora Hansgrohe qui se fait voir. L'équipe n'est pas encore dans le bon timing au niveau des sprints pour le moment. C'est vrai que malgré les victoires de Samuel Watson, deux biscottes quand même, parce que je crois qu'il a pris aussi une biscotte, Laurens Pitty, donc c'était pas la meilleure idée du siècle du côté du coureur néo-zélandais, ancien coureur, on rappelle, de la Groupama FDJ l'an dernier. Donc victoire française, deuxième victoire sur le Down Under pour Brian Coquard, troisième victoire en World Tour pour le coureur français de la Cofidis, et surtout première victoire pour la Cofidis. Il aura fallu attendre beaucoup moins longtemps que l'an dernier, où je rappelle qu'il avait fallu attendre la 5e étape du Giro pour que Benjamin Thomas débloque le score de l'équipe française. Donc peut-être que ça ira mieux pour la Cofidis en 2025. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. On commence aujourd'hui avec les coureurs au top avec Brian Coquard.
ça fait du bien quand même pour Brian Cocard, ça fait du bien en fait de gagner un sprint. Alors oui, le Down Under, c'est pas l'épreuve World Tour la plus cotée. Je dirais pas une victoire World Tour facile, mais vous comprenez que avec le Tour de Romandie, on sait que ça fait partie des courses où on n'a pas la plus grande densité au départ. Et également le Great Tour of Gandhi. Bon, on est d'accord, c'est une victoire World Tour, c'est pas celle qu'on retiendra le plus du côté de Brian Cocard, on retiendra beaucoup plus celle du Tour de Suisse. Malgré tout, moi ce que je retiens, c'est pour Cofidis une victoire en début de saison et peut-être aussi un meilleur état d'esprit que l'an dernier. Parce que l'an dernier, du côté de la Cofidis, tout le monde faisait la gueule au bout d'un moment. Et là, malgré le fait qu'hier, ils se sont ratés, c'est vrai que je pense qu'ils misaient un peu plus sur le général de cette épreuve. Yon Izagirre finit assez loin, Rezu Serrada aussi. Même si pour moi, ils n'avaient pas la carte idéale pour faire un bon classement, parce que même Yon Izagirre, c'est des montées qui sont un peu courtes, me semble-t-il, pour lui. Même Virunga Hill, c'est court au final. Hein. Virunga Hill, c'est 2 km durs. Ensuite, la fin est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que c'était pas forcément l'équipe idéale et Brian Cocard, il a dit on n'avait pas des bonnes jambes hier, on avait du mal un peu à remettre en route et là on a été bien mieux, vraiment des bonnes jambes. Et puis c'était un sprint assez chaotique au final parce qu'il n'y a pas une équipe qui a maîtrisé on va dire la chose. Regardez, comme je vous ai dit, Groupama c'était un peu le bordel parce qu'ils sont pas assez nombreux. Ineos ils étaient trop nombreux et ils ont fait l'erreur que je faisais souvent dans Pro Cycling Manager. Mais je vous en reparlerai parce qu'on va parler d'Ineos un peu plus tard dans cette vidéo. Mais c'était un sprint chaotique et ce qui fait que le fait d'être en sous-nombre a moins posé problème. Il a quand même bouffé du vent encore, hein, Cocard, même s'il a été aidé par un équipier à un moment qui l'a remonté. Il a encore bouffé du vent, même si c'était moins que la veille. Il lui manque encore une équipe autour de lui, ça c'est clair et net. Par contre, on voit que sur ce sprint-là, il a pris les bonnes décisions au bon moment, ce que je lui avais reproché le premier jour en disant j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à frotter. Là, il a joué un peu des coudes à certains moments parce que à l'approche du kilomètre, il est assez loin quand même. Brian Cocard, et il est un peu gêné par un coureur de la Lidl. Il est obligé un peu de se montrer pour faire sa place et là il a été très très bon et ensuite il a su anticiper son sprint, c'est à dire qu'il part un peu avant, il part avant Pity, il arrive à surprendre Pity comme ça. Bauhaus est dans sa roue parce qu'il n'a pas réussi à bien se placer et il arrive à anticiper le sprint, donc il fait un petit écart d'entrée et c'est vrai que Bauhaus va pas réussir à le remonter. Je pense que Bauhaus il a senti qu'il touchait un peu Narvaez. Que ça l'a un peu gêné avec Narvaez. Mais à l'arrivée, ça joue à pas grand chose puisque Brian Cocard a lancé son vélo un peu loin. Il lance son vélo, je pense qu'il devait bien rester 10 mètres. Et il a failli se faire sauter comme ça sur la ligne. Ce qui est même surprenant pour un mec qui fait de la piste de ne pas avoir réussi à lancer correctement son vélo au bon timing, puisque normalement c'est quelque chose que font souvent les mecs qui font de la piste, de lancer le vélo correctement. Mais là ça n'a pas été le cas. Et puis après du côté de Brian, on peut notifier quand même que la course a été bien meilleure que les derniers jours et que ce qu'il avait fait l'an dernier, donc vraiment pas mal du côté de Brian. Avec une belle mentalité, une belle motivation. Bon, il lui manque un peu une équipe autour de lui. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'il a fait les bons choix au bon moment sur son sprint, ce qui n'était pas forcément le cas les derniers mois, sur les dernières grosses épreuves dans lesquelles je l'avais suivi. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant du côté de Brian Cocard. Et puis il s'est pas défilé, voilà, il a été un peu au charbon aujourd'hui et il s'en est très très bien sorti. Mais ce qui a fait encore une fois la différence, c'est que c'était pas un sprint hyper bien organisé. Tout le monde était un peu en sous-nombre, hein. Bauhaus, si on regarde bien, la Groupama, Pity était tout seul. Et c'est ce qui a permis aussi à Brian Cocard de faire la différence aujourd'hui sur ce sprint. Donc bravo à lui, belle étape encore. Belle victoire pour le coureur français. Et puis ça montre qu'il a encore des jambes. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu du côté de l'actualité des sprints, en passant des sprinters, on va le faire maintenant parce que sinon j'aurai jamais le temps de le faire.
Caleb Ewan, qui rejoint Ineos, hein, il a bien cassé son contrat. Enfin, il a cassé son contrat. J'ai l'impression que c'est les deux qui ont décidé de casser leur contrat avec la Jaico Alula. Parce qu'il avait un contrat de 2 ans ou de 3 ans avec la Jaico Alula. Et au final, il a fait qu'1 an avec l'équipe australienne. Il rejoint Ineos. Bon. Il a dit je vais faire des grands résultats sur cette course-là. Il semblerait que Geraint Thomas ait poussé pour amener Caleb Ewan dans cette équipe. Bon, on va voir. Moi, je suis pas convaincu qu'il soit en capacité de retrouver les jambes de ses 25 ans. Parce qu'il n'en a que 30, Caleb Ewan. Mais bon, je sais pas. Et puis Ineos, ça fait depuis longtemps qu'Ineos n'a pas eu un sprinter efficace. Hein. Je pense qu'il faut remonter à la première période Viviani. Pas quand il est revenu, hein, quand il était au tout début dans l'équipe. Ça fait quand même depuis des années qu'ils n'ont pas eu des sprinters vraiment hyper efficaces. Ineos, ça fait depuis longtemps qu'ils ont délaissé le sprint. Donc, et je me dis que de toute manière, sur le prochain Tour de France, Caleb Ewan, il faudra qu'il fasse avec une équipe réduite. Parce qu'il y aura Rodriguez, parce qu'il y aura des coureurs qui auront l'objectif de jouer le classement général. Caleb Ewan, sans un train complet, je suis pas sûr qu'il soit hyper efficace. Et après, je sais pas ce qu'il va apporter à Ineos. Et je sais pas ce que Ineos va lui apporter. Pour moi, c'est un peu d'incompréhension de le voir aller dans cette équipe, pour tout vous dire, du côté de Caleb Ewan. J'aurais plutôt vu aller dans une équipe de 2e division. Là, je me dis qu'il y aurait peut-être eu plus d'intérêt dans certaines équipes de 2e division qui veulent grandir et de me dire oh ben Caleb Ewan, ça aurait pu les intéresser dans ce genre de cas. Et je pense pas à la Total Energy. Parce que certains auraient pu dire ça aussi, la maison de retraite de la Vendée. Mais c'est vrai que ça aurait pu l'intéresser aussi, mais c'est pas la meilleure équipe pour les sprints non plus. Et puis ils ont Sandy Dujardin, et puis ils ont, j'ai oublié son nom, le deuxième coureur français qui a remporté l'année dernière la Route Tourangelle. J'ai Jimmy Turgis, mais c'est pas du tout Jimmy Turgis. Voilà, bon, on va regarder tout de suite. Parce que sinon, ça va me rester dans la tête et ça va m'énerver. Voilà, je me connais. Ça va rester, ça va trotter et ça va me revenir dans 2 ou 3 heures. Hop, Total Energy, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a 2 équipes françaises. Jason Tesson, voilà, j'avais oublié Jason. Jason Tesson, voilà, l'autre sprinter de l'équipe. Lorenzo Manzin, mais maintenant, c'est quand même plutôt un mec qui lance ses sprints plutôt que de les faire. Lorenzo Manzin, 2e coureur top, Narvaez. Moi, je l'avais dit en présentation de ce Down Under, j'avais dit, moi je me méfiais de Narvaez comme de la Pera, mais bon, la Pera n'a pas été aussi bon que ce que je pouvais penser. Mais je me méfiais de Narvaez parce que je disais, bon, c'est un coureur qui est sur les sprints, est capable d'aller choper des bonifications, et il le montre encore aujourd'hui, des bonifications, une 3e place. Alors moi, j'ai du mal à comprendre sur qui il s'énerve, parce que j'ai l'impression qu'il s'énerve sur Cocard. J'ai pas l'impression que Cocard le tasse, plus qu'autre chose. Enfin, j'ai pas vu vraiment... Tu sais, j'ai regardé les 500 derniers mètres, vraiment l'hélicoptère à plusieurs reprises. J'ai regardé en replay. J'ai pas été marqué par un geste de Brian Cocard. Et pourtant, je suis plutôt sévère, moi, sur les sprints. Donc, j'ai pas... Donc, je me demande s'il s'énerve sur Cocard ou sur Bauhaus. Parce qu'il est un peu gêné par Bauhaus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il touchote un peu Bauhaus. Notamment les fesses de Bauhaus avec son coude. Et que c'est plus ça qui le gêne, Narvaez. J'ai cette impression-là. Mais peut-être qu'il sentait qu'il avait des super jambes. Il se disait, ah bah, si je gagnais l'étape, je pouvais revenir quasiment à égalité, voire peut-être même devant notre ami Javier Romo. Donc je pense que c'est peut-être plus l'énervement de ce côté-là. Je trouve quand même que les coureurs sont déjà très excités pour un début de saison. C'est les gestes d'énervement et les mecs qui sont en colère. On a déjà vu des débuts de saison plus calmes. Mais du côté de Narvaez, c'est une bonne journée. Bon, il confirme qu'il n'a pas perdu ses qualités quand il était dans d'autres formations du côté de Narvaez, notamment chez Ineos. Toujours cette qualité à passer les sprints super bien. C'est vrai que moi, ce qui m'a toujours impressionné chez Narvaez, c'est que sa capacité à grimper, sa capacité à sprinter, quand même assez inédite, je dirais, dans le monde du cyclisme. Peu de mecs sont en capacité de faire ça.
Parce que c'est quand même un mec qui est capable de rivaliser avec Pogačar sur des étapes de vallonnées et en même temps de battre au sprint. Aujourd'hui, il bat au sprint quand même Teutenberg, par exemple. Il bat au sprint Watson, Andresen, Corbin Strong. Alors Corbin Strong, il fait pas une super étape. Tu vois, il a réussi à battre au sprint ces mecs-là. Donc on voit quand même l'efficacité de Narvaez. Mais ouais, assez surpris par l'énervement à l'arrivée de Narvaez, mais pour moi c'est une bonne journée, il prend encore des secondes de bonification, il revient à 5 secondes. Demain, à Willunga Hill, il est capable aussi d'aller chercher le sprint, parce que si les coureurs n'arrivent pas à faire la différence, lui il est capable de faire la différence au sprint, donc d'aller chercher la victoire d'étape, et s'il cherche la victoire d'étape, je suis pas sûr que Romo arrivera à faire deuxième derrière lui. Et même s'il fait deuxième derrière lui, Romo sera possiblement battable sur un sprint intermédiaire du côté de l'étape d'Al-Edalid. Le dernier jour, donc c'est intéressant, voilà. Mais je l'avais dit, hein, Narvaez, je me méfiais vraiment pour cette capacité à prendre des bonifs, parce que c'est peut-être le coureur le plus fort dans ce domaine-là aujourd'hui pour des courses par étape de 4-5 jours. Et puis je termine avec un coureur de la sélection australienne aujourd'hui, Liam Walsh. Belle 4e place de Liam Walsh, coureur d'une équipe continentale qui s'appelle CKH Body Wrap, l'équipe australienne. L'an dernier, il était chez Bridget Lane, qui est une équipe connue depuis très longtemps. C'est un jeune coureur de 23 ans, alors sacré gabarit, hein. Liam Walsh, 1m82, 80 kg. C'est du niveau de Max Walscheid, hein. On est sur du... En termes de poids, c'est pas mal, hein. 80 kg sur un vélo. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Champion d'Océanie sur route en 2023. Vainqueur de Paris 3 l'an dernier. Et puis là aujourd'hui, est 4e de cette étape du Tour de Nonder. Il avait déjà bien démarré la saison en étant 3e des championnats d'Australie. Voilà, c'est un mec qui a déjà quelques petits résultats. 11e de la Surf Coast Classic en 2024, par exemple, parmi les résultats. Donc ça veut dire que c'est un mec qui passe un petit peu les bosses. Et aujourd'hui, il a été très bon. Donc vraiment, j'ai bien aimé la course de Liam Walsh, et je me dis que lui, l'année prochaine, j'aimerais bien le voir dans une équipe un peu plus importante. Il fera aussi la Cadel Evans Great Ocean Road Race le 2 février. Je pense qu'il fait aussi la Surf Coast, parce qu'elle existe encore, la Surf Coast, normalement. C'était pas qu'une course d'une année. Oui, voilà, il y a une Surf Coast l'an prochain. Enfin, la Surf Coast, ça sera le 30 janvier. Donc ça sera jeudi prochain, voilà, la Surf Coast classique. Mais sur la start list... on n'a pas encore tout le monde, hein, mais il y aura pas mal d'équipes qui... il y aura par exemple Brian Coca, hein, donc il y aura Lidl, Red Bull, Soudal, Israël, Movistar, Cofidis, Picnic, EF, Intermarché, Groupama, Ineos sera là, et puis je pense qu'il y aura une sélection australienne également au départ de cette épreuve. Mais Liam Walsh, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il a été 5e également du championnat d'Australie du Critérium. L'an dernier, il avait remporté une étape sur le Tour of Soutland, c'était au mois de novembre. 2e également d'une étape du Tour d'Alsace, ça c'était au mois de juillet. Il a fait pas mal de courses l'an dernier, déjà 6e des championnats d'Australie l'an dernier, donc vraiment pas mal. Voilà pour ce coureur qu'il va falloir suivre. L'an dernier, il avait fait 23e à Campbelltown, son meilleur résultat sur le Down Under. Donc là, faire 4e dans une sélection qui est une sélection nationale sur une course World Tour, c'est quand même pas mal du tout, grâce au déclassement aussi de Laurens Pitty. Mais Laurens Pitty était dans Taor, donc c'est normal qu'il ait été déclassé, le coureur néo-zélandais. Les bonnets d'âne du jour, on commence avec Corbin Strong. Je suis assez surpris quand même du sprint qu'il a effectué, Corbin Strong. Seulement 7e ou 8e aujourd'hui, Corbin. Alors que c'est typiquement le genre d'étape où il doit être aux avant-postes. C'est typiquement le genre d'étape où lui, il peut faire la différence au sprint, parce que c'est vraiment son profil de course. Et encore une fois, il n'y en a pas 150 des journées comme celle-là dans le calendrier. Corbin Strong, il a le problème, c'est qu'il est moins rapide au sprint que certains. Mais bon, quand même, là aujourd'hui, pas être dans le top 5 sur une journée comme celle-là, pour moi, c'est un échec pour Corbin Strong. Je me dis aussi qu'il y avait peut-être l'idée quand même du côté d'Israël, il aurait peut-être fallu durcir un peu plus,
ou surtout éviter qu'il y ait des attaques un petit peu dans tous les sens dans la portion où il y avait 45-50 coureurs, parce que je suis pas sûr que tout le monde était là à ce moment-là, et que certains sprinteurs étaient absents, et ça aurait peut-être favorisé sa victoire. Mais pour ça, il aurait fallu peut-être un peu plus de main-d'œuvre, mais oui, il aurait fallu à un moment contrôler la descente pour qu'il y ait du rythme. Pourquoi on a eu des attaques dans la descente? C'est qu'il n'y avait pas grand monde qui roulait. Il aurait fallu qu'une équipe roule. Israël, je pense, avait la capacité de le faire à ce moment-là, mais assez surpris du mauvais sprint de Corbin Strong. Parce que de toute manière, même si ils n'ont pas roulé dans la descente, Israël, aujourd'hui, il y avait mieux à faire pour lui. Je suis quand même assez surpris parce que je pense que Israël a mis du monde à un moment, comme je l'ai dit, vers 10 bornes de l'arrivée. Bon, entre 7 et 6, ils sont très présents à Israël et ensuite ils disparaissent. Donc il aurait peut-être fallu rouler un petit peu plus tard du côté de Israël Première Tech, surtout qu'au niveau du général, ils jouent pas grand-chose vu qu'ils sont tous à une trentaine de secondes, que ça soit Williams et notamment notre ami également canadien. C'est là où je me dis qu'il y a quand même une petite erreur, voilà, du côté de Israël, parce que pour moi tu pouvais rouler beaucoup plus. Tu pouvais rouler également plus fort, hein, très clairement, du côté de cette équipe. Et c'est vrai que là, ils se sont peut-être un petit peu ratés. Voilà, c'est vrai que je me dis, quand tu as deux coureurs aujourd'hui qui sont à plus de 30 secondes, encore une fois, hein, Woods, Williams, ils sont loin. Pour le moment, classement général, bah, tu peux peut-être tout mettre sur ton leader, enfin sur ton leader du côté des sprints, Corbin Strong, et mettre beaucoup plus d'énergie pour le placer correctement dans le final. Mais après, de toute manière, Corbin Strong, il doit faire un meilleur sprint que ça. Aujourd'hui, à l'arrivée, Corbin, il est 7ème, voilà, mais 8ème au départ, mais 7ème. Il est derrière des mecs qui, Liam Walsh et Watson, il doit être en capacité de les battre, ces mecs-là. Donc là, il y a une petite déception pour moi. Il n'a pas réussi à faire dans ce sprint décousu, il n'a pas réussi à s'en sortir. Pour moi, c'est pas un super classement. Voilà, Corbin Strong, donc un petit peu déçu, mais je suis souvent déçu par Corbin Strong. Voilà, après c'est le type de profil, et je m'aperçois de plus en plus, c'est le type de profil de coureur où je suis souvent déçu. Parce que je suis souvent déçu par Matthews, je suis souvent déçu par Aaron Bourou, si vous avez remarqué. Je pense que c'est un profil de coureur où je suis peut-être un peu trop exigeant avec eux, mais j'ai pas cette impression-là, mais bon. C'est peut-être l'impression, au final, à la fin. Bon. Laurens Pitty, il fait du n'importe quoi aussi, Laurens Pitty, aujourd'hui. Hein. C'est quand même fou de coureurs comme ça de la même équipe qui font des sprints un petit peu dans tous les sens. Parce que là, aujourd'hui, moi, si j'étais Ulig, je serais très énervé. Hein. Parce que Ulig, il se fait péter son sprint aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas normal. C'est dommage par contre sur Pro Cycling Stat. Ah si, j'ai fine et penalty. Mais ouais, là c'est vraiment pas normal quoi de rater ce sprint là. Parce que là normalement, voilà, tu dois pas faire ça. C'est la première fois qu'il se fait choper pour ce problème là. Pour déviation de sa route, il s'était fait prendre pour intimidation sur le Giro l'an dernier. Et en 2022, il avait pris également une amende. Donc il est déjà à 1100 francs suisses d'amende dans sa carrière. Là, il n'y a pas de point de pénalité, ce qui pour moi aurait dû arriver. Voilà, pour moi, ça aurait dû être une pénalité aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas été décidé par l'organisation de la course. Moi j'aurais mis une pénalité parce que pour moi c'était pas normal dans ce genre de finale de changer autant de fois sa route. Parce que si on regarde Laurens Pitty, il commence centre, il se décale vers la droite pour revenir vers la gauche. Il a fait un zigzag énorme. Il finit son sprint, il est quasiment... Ouais, il est sur le
tiers, sur la fin du deuxième tiers, en partant de la droite, on va dire, donc côté gauche, il y est. Et en gros, il commence milieu de route, donc il a vraiment dévié énormément de sa trajectoire. C'est pas normal, voilà, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait ce genre de problème. Je vois quand même, parce que là je vois toutes les pénalités qui sont tombées ces derniers jours sur le Down Under. Je vois quand même que Simon Désert a par exemple pris une pénalité comme Nohan Mahoudo parce qu'ils ont raté la signature. Ça c'est quand même un peu la pénalité con, quoi. Rater la signature, c'est vraiment la pénalité un petit peu stupide. Mais j'ai pas les cartons jaunes encore. Ouais, non, j'ai pas les cartons jaunes sur Pro Cycling Stats. Ça serait bien d'avoir la liste des cartons. Mais là, je me dis, comme il n'a pas dû avoir de points de pénalité, je pense pas qu'il ait de carton. Ce qui est un petit peu dommageable, mais je pense qu'il n'a pas de carton. Normalement, il devrait avoir un carton parce que ça fait partie des choses où il y a carton jaune. Mais là, je ne vois pas de carton. Donc, bon. On verra s'il y aura cette information-là qui arrivera. Mais oui, c'est un sprint pas bien de la part de Pity. Et c'est dommage parce que c'est plutôt un mec qui sait se placer dans les sprints. Je trouve que c'est vraiment sa force. Là, il avait une opportunité en plus aujourd'hui qu'il n'aura pas une autre fois sur le Down Under, de ne pas avoir Sam Wellsford. Donc c'est vrai que c'est pas normal de faire un sprint de cette manière-là. Et puis c'est le deuxième coureur de la même équipe qui fait ça, quoi, sur la semaine. Donc c'est vrai qu'ils vont commencer à être dans l'œil du cyclone. Et surtout les deux poissons pilotes sont dans l'œil du cyclone. Donc c'est vrai que pour Wellsford, pour Adélaïde, ça va pas être l'idéal pour lancer correctement son sprint. Et ça va peut-être être un avantage pour d'autres coureurs. Et puis je termine avec Ineos. Ineos, ils ont fait l'erreur que je faisais à une époque dans Pro Cycling Manager, que j'ai toujours tendance à faire sur Pro Cycling Manager. Alors je sais pas si tu peux encore le faire sur les derniers, mais moi mon Pro Cycling Manager c'est celui de 2020, hein, donc dernier que j'ai joué. L'avantage c'est qu'entre le 2020 et le 2024, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais du côté de Ineos, trop de monde. C'est-à-dire, ils doivent prendre le manche avant eux. Ils attendent 1 km 3, ils sont, je pense, 5 devant leur sprinter. En sachant que Samuel Watson, c'est pas le meilleur sprinter du monde quand même. Donc c'est très surprenant d'avoir mis autant de monde et que vraiment c'était pas du tout organisé. Et ce qui fait que quand tu as beaucoup de monde comme ça dans le dernier kilomètre, tu as tendance à te faire remonter. Et ils se font remonter par Pity, ils se font remonter par Cocard. Parce que en fait, ton sprinter, comme il est 4e ou 5e dans la file, en fait, il est super loin. Et les autres coureurs n'hésitent pas à le remonter. L'idéal pour moi dans un dernier kilomètre, c'est d'avoir 2 coéquipiers. Pour moi, 2 ou 3. Voilà. Au-delà, c'est trop. Pour moi, il y a un coéquipier qui doit faire 1 km 2, 800 mètres. Il y a un autre coéquipier qui doit faire 800 mètres à le mieux, enfin qui doit faire à peu près 750 mètres. Le mieux c'est qu'il prenne à 750 mètres et qu'il t'envoie aux alentours du 400 mètres. 400 mètres ou 450 mètres, là le poisson pilote prend le relais de ce mec-là. Et ensuite le sprinter qui déclenche à 220 ou 200 mètres de l'arrivée ou même moins. Mais pour moi, 3, je pense que 2 coureurs devant le sprinter c'est bien. 3, ça marche encore. Là, ils étaient au moins 4 ou 5, ça pouvait pas le faire. Donc, ça a été vraiment le bordel au niveau d'emmener le sprint. Mais c'est comme je disais, Ineos, c'est quand même un peu le bordel depuis quelques temps dans cette équipe. Alors après, quand tu vois ce que produit le mec d'Ineos au niveau du sport, entre Manchester City qui est à la ramasse, Nice qui est aussi un petit peu à la ramasse en Ligue Europa, tu te dis, je suis pas sûr que ça soit le meilleur pour financer du sport. Mais c'était un peu le bordel, quoi. Ineos aujourd'hui. En plus, je me dis qu'ils avaient peut-être plus intérêt, eux, à dynamiter la course avant que d'attendre le sprint. Je pense qu'attendre le sprint, c'était vraiment pas l'idée du siècle avec Watson. Encore une fois, qui n'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Et de toute manière, on pouvait beaucoup mieux emmener
Watson, ce qui fait que quand il démarre son sprint avec un énorme temps de retard. Et en plus, il démarre son sprint, il doit être au moins 6e ou 7e. Donc là, à partir de ce moment-là, tu peux pas faire de miracle. Et ça devient très compliqué pour gagner une course. Donc ça aurait peut-être été bien de faire différemment du côté de la Ineos. On regarde tout de suite le classement de cette étape, donc avec la victoire de Bryan Coquard devant Phil Bauhaus et Jonathan Narvaez, Liam Walsh 4e, suite au déclassement de Laurens Pitty, Watson 5e devant Andresen, Corbin Strong, Teutenberg, Ulig et Dorian Godon qui est à la 10e place. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des décathlons AG2R dans cette vidéo, mais Paul Lapera également dans le bon groupe, comme Bastien Tronchon. Donc voilà, personne n'a perdu de temps, on va dire, dans les coureurs majeurs de cette équipe. Du côté du maillot de leader, eh bien Javier Romo toujours en tête, mais qui perd un petit peu d'avance avec le second de bonification récupéré par Jonathan Narvaez. Patrick Conrad est 3e devant Finn Fischer-Black et donc Bastien Tronchon toujours 5e à 12 secondes. Et puis ensuite on a le groupe à une quinzaine de secondes qui se retrouve derrière. Au niveau du classement du maillot vert, enfin du maillot de meilleur sprinter, pardon. Sam Wellsworth en tête avec 60 points, mais qui perd, qui n'a plus que 8 points d'avance sur Bryan Coquard, donc il va peut-être y avoir une petite bagarre entre les deux sur la fin de la course. On voit Teutenberg et Narvaez sont pas si loin non plus, Teutenberg est à 11 points, Narvaez à 20 points, donc c'est vraiment pas mal ce que fait le coureur allemand. Du côté du classement de la montagne, il n'y a plus de suspense. Fergus Browning, s'il termine la course, aura le classement de la montagne. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de suspense déjà hier, enfin déjà sur l'étape du jour, pardon. Même s'il n'est pas parti en échappée, voilà, il n'a pas marqué de points, mais Mauro Schmid n'en a pas marqué suffisamment, et surtout n'en avait pas marqué suffisamment avant pour le gêner. Donc désormais, Fergus Browning sera leader du classement de la montagne grâce à ses différentes échappées. Et puis du côté du maillot blanc, Philipsen en tête, avec désormais 15 secondes d'avance sur Zach Marriage et Pablo Torres, 3e devant Björn Kort. C'est toujours pas comment on doit le dire, le nom de ce coureur britannique de la Picnic et la Visma, avec Matthew Brennan. Très intéressant, Matthew Brennan aussi aujourd'hui, qui était dans le bon groupe. Et puis du côté du classement par équipe, la Lidl Trek toujours en tête, devant la Jayco, la UAE. Et Israël à la minute devant Picnic et Movistar, première équipe française à Groupama qui est passée devant la Decathlon AG2R et Arkea et Cofidis sont 18 et 19 devant la Red Bull Bora Hansgrohe. Du côté de l'étape de demain, donc le fameux Virunga Hill, 3 km 3 à 7,4 de moyenne qu'il faudra passer à 2 reprises. Il y aura également Rickham Hill, qu'il faudra prendre en tout début de journée avant d'aller donc du côté de Virunga Hill pour cette montée. Donc c'est en fait les 3 montées du jour sont très similaires. 3 km pour la première et puis ensuite 3 km 3 à 7,4 de moyenne pour Virunga Hill. 2 sprints intermédiaires à Aldinga Beach. Voilà, parce qu'on va tourner pendant toute la journée autour de Virunga, donc de cette commune de Virunga qui est pas très loin de la mer. On aura, je pense, encore des belles images. Et donc, Virunga Hill, pour ceux qui veulent l'avoir un petit peu plus en détail, le premier kilomètre et demi à 8,5%. Il va falloir tenter de sortir avant la fin, parce que sur la fin, il y a un replat sur les derniers mètres. Donc c'est pas le plus difficile. Les difficultés, c'est vraiment sur la première partie de montée. Ensuite, sur la fin, c'est difficile de faire des écarts. Voilà, du côté de Virunga Hill. Du côté des conditions météo, demain, 26 degrés, ressenti 29, avec encore un indice UV très important. Et du vent de sud-ouest. Donc vent de sud-ouest qui arrive comme ça. Donc un vent peut-être légèrement de face quand même sur les coureurs du côté de cette arrivée à Virunga Hill, enfin du côté d'une partie de la montée. Ça pourrait peut-être gêner un petit peu les coureurs et pas permettre de faire des gros écarts sur cette montée, mais on verra ça demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.